Calfa. Pierre Calfa nous a averti en début de semaine qu'il avait un empêchement familial absolument incontournable. Il m'a téléphoné à plusieurs reprises. On a essayé de trouver quelqu'un pour le remplacer, mais c'était tellement tard que nous n'avons pas réussi. Nous avons proposé à Bernard Friot d'assumer lui-même la conférence, parce que nous, ça ne nous posait aucun problème, visiblement lui non plus. Et je dois vous dire que pour les 40 organisateurs que nous sommes d'une certaine façon assez intéressés à faire une conférence avec un conférencier. Et on fera notre expérience, et puis vous trouverez les moyens pour nous dire ce que vous en pensez. Merci à toutes et à tous d'être là. Merci à toutes celles et à tous ceux qui nous aident. Vous savez, pour faire vite et ne pas monopoliser votre attention et laisser tout le temps à Bernard Friot, notre idée, c'est face à la situation que nous vivons, nous voulons donner à voir ce que serait une nouvelle société dans l'après-capitalisme. C'est ça le fond de notre démarche, et nous y travaillons du mieux que nous pouvons. Le panneau qui est derrière nous résume notre façon de voir, de penser, de proposer. Donc je n'en dirai pas plus. Je veux remercier tous ceux qui nous aident, la librairie Le Talon d'Achille, qui est toujours là avec la vente des livres, le journal La Montagne, qui était présent, la radio RMB qui a interviewé Bernard Friot dans les locaux, et qui nous aide à faire connaître nos conférences et surtout leur contenu. Bernard Friot est professeur émérite à l'université de Paris-Ouest Nanterre. Il est économiste et sociologue. Ses travaux portent beaucoup sur la sécurité sociale dont il montre le caractère tout simplement révolutionnaire. Et plus généralement, il est membre d'institutions sur le salariat au niveau européen, au niveau national. Je ne vous en dirai pas plus, sinon, pour vous dire combien m'a-t-il semblé, il y avait du diapason entre ce que nous faisons dans nos conférences et ce qu'il dit, ce qu'il écrit, ce qu'il a dit tout à l'heure. Je vais vous livrer très rapidement 2 citations de sa part. Il dit « Il y a urgence à faire advenir tous les possibles émancipateurs ». Quand on connaît la situation dans laquelle nous nous dépêtrons, on ne peut qu'être d'accord, me semble-t-il. Et puis il exprime une idée que nous avions à notre façon déjà débattue dans nos conférences, et que, rappelez-vous, elle s'appelait « Rôle et pouvoir du peuple », situation qui est d'ailleurs en conformité avec l'ensemble de nos conférences. Et je prends une autre citation qui est dans le droit fil de la première. Il dit « L'émancipation, c'est la constance de donner du pouvoir au salariat ». Ce que nous disons aussi. On se connaît, vous ne serez pas étonné du tutoiement. Bernard, tu as la parole. Merci beaucoup Pierre, merci à vous. Comment présenter un projet de, non pas de sortie du capitalisme, mais de continuation de sortie du capitalisme, sans précisément s'appuyer sur le début de cette sortie. Nous avons déjà commencé à sortir du capitalisme, et il faut absolument lire 45 autrement que nous le lisons. Quand je dis nous, je dis, moi je suis au Front de Gauche, je suis au Parti communiste, je suis à la FSU, donc la CGT, Solidaire, la FSU, le syndicalisme de transformation sociale, les diverses composantes du Front de Gauche. Ce nous-là, c'est un nous qui est relativement infidèle à 45. Et je crois que ça a beaucoup à voir avec notre échec. Depuis 30 ans, nous sommes dans l'échec. Depuis 30 ans, les réformateurs gagnent la bataille. Ils gagnent la bataille idéologique, ils gagnent la bataille tout court. Et en sortir, les battre, retrouver l'offensive, suppose que nous ayons une toute autre lecture de 45 que celle que nous avons. Pour donner des exemples, je vais prendre les mots d'ordre de la dernière manif pour les retraites, celle que j'ai faite mardi dernier à Paris. Mais qui sont les mots d'ordre que l'on a trouvés en 2010, en 2003, enfin dans les grandes mobilisations. Les retraites, c'est la plus grande mobilisation. En 2010, des millions de personnes mobilisées. Et c'est aussi un très grand échec. Il faut donc absolument réfléchir sur cet échec. On ne peut pas banaliser les choses comme on est en train de banaliser l'insuccès énorme du Front de Gauche aux élections européennes.
On ne peut pas banaliser tout ça. Tout ça doit nous faire réfléchir parce qu'il y a urgence. Vraiment urgence. La situation politique est extrêmement pourrie. Prenons le mot d'ordre. Oui à la solidarité intergénérationnelle. Qu'est-ce qu'il veut dire? Il veut dire que les retraités bénéficient de la solidarité de la génération en dessous d'eux. De même qu'eux, lorsqu'ils étaient dans l'emploi, ont été solidaires vis-à-vis de la génération qui était au-dessus d'eux. Ce qui veut donc dire que la cotisation est une charge. Ah ben non, dans notre acte, nous barrons toujours le mot charge. Nous écrivons bien cotisation. Et on peut écrire cotisation et penser charge, vous savez. Or, c'est bien de ce qu'il s'agit, de ça qu'il s'agit. Les retraités, nous disons qu'ils sont à la charge des actifs. C'est une charge volontaire, d'accord, tout le monde est d'accord, il y a un pacte générationnel, mais enfin, ils sont à charge. Alors, c'est normal qu'ils soient à charge parce qu'avant, ils ont pris à leur charge la génération d'avant. Donc, c'est un rendu pour un donné. Je vais vous prendre un autre mot d'ordre. Ensuite, j'irai voir par quoi remplacer ces mots d'ordre. Le mot d'ordre, de l'argent, il y en a dans les poches du patronat. Vous connaissez, vous n'avez pas pu participer à une manif sans éventuellement dire ce mot d'ordre ou l'entendre. De l'argent, il y en a dans les poches du patronat. Qu'est-ce qu'il veut dire ce mot d'ordre-là ? Il veut dire que l'enjeu essentiel de l'affrontement social, c'est le partage de la richesse. Et qu'il faut se battre pour un autre partage de la richesse. Qu'il y en a trop qui vont au patronat et pas assez aux salariés. Qu'il faut faire changer le rapport entre ce qui, dans le PIB, va au travail et ce qui va au capital. Et que la façon de changer le rapport, c'est de taxer le capital pour récupérer la partie de la valeur qu'il s'octroie de façon excessive. Il y a un coût du capital qui est excessif et qu'il faudrait réduire en taxant le capital pour réduire la part des dividendes, la part des taux d'intérêt dans le partage de la valeur. Le chiffre 60-40, 70-30, c'est un chiffre qui a été très, très développé en 2010. Nous serions passés, dans les années 80, d'un rapport 30% du PIB au profit, 70% au salaire, à un rapport 40% au profit, 60% au salaire, 10 points de moins pour le salaire, pour un PIB de 2000 milliards, c'est donc 200 milliards qui chaque année manquent au salaire, et si on les piquait dans la poche du patronat, eh bien on résoudrait les questions de prétendu déficit des régimes de sécurité sociale ou d'impossibilité d'embaucher des fonctionnaires supplémentaires. Ça veut dire que la valeur économique ne peut être produite, celle qui fait le PIB, la valeur économique, les richesses, si on veut, les 2000 milliards que nous produisons chaque année, ne peuvent être produites que sous la houlette des propriétaires
et que améliorer la situation des salariés, ça n'est pas se débarrasser des propriétaires, c'est obtenir qu'ils en piquent moins dans la valeur que nous produisons. Ça n'est pas contester le capital, c'est vouloir le corriger. Taxer le capital, c'est le légitimer. Je répète, taxer le capital, c'est le légitimer. S'il n'y a plus de capital, ben, il n'y aura plus de sous pour la Sécu. Ça me fait penser à ces salariés anglais qui, lorsque Obama a voulu faire des sanctions contre British Petroleum, vous savez, après la marée noire dans le golfe du Mexique, bien, les salariés anglais ont fait des manifs parce que la bonne santé de la sécurité sociale anglaise dépend de la bonne santé financière des entreprises. Parce que la sécurité sociale est financée par une taxation sur les finances des entreprises. Et donc il faut qu'il y ait de la bonne finance des entreprises pour qu'il y ait de la bonne taxation. C'est ça que nous voulons ? Pour une retraite décente. Il y a des tas de badges mardi, mais c'est des badges qu'on voit depuis 2003, 2010. Les retraités ont droit à vivre décemment leur retraite. Ce mot d'ordre-là, il est tout à fait cohérent avec le flou de la revendication traditionnelle. La revendication traditionnelle, en matière de retraite, c'est 75% du meilleur salaire brut. 75% du meilleur salaire brut, c'est-à-dire que les retraités ont droit à 100% de leur meilleur salaire net. C'est ça la revendication. Depuis que la CGT existe. Pas existe, mais enfin, depuis des dizaines d'années. Ben, sauf que depuis 10 ans, on ne sait plus. Interrogez des militants de la CGT, interrogez des dirigeants de la CGT. C'est 75% du brut ou 75% du net que vous revendiquez? C'est pas pareil. Il y a 23 points de moins. Les cotisations salariées, c'est 23% du net, du brut. Et hélas, la réponse, dans les faits, lorsqu'on gratte un peu, c'est que la revendication aujourd'hui, c'est 75% du net. C'est ça une retraite décente. Un retraité, il ne produit plus rien. On ne va quand même pas lui verser son salaire. C'est pas légitime finalement de verser 100% du meilleur salaire aux retraités. En plus, ils ont déjà élevé leur gamal, ils sont propriétaires de leur logement souvent, ils ont droit à une retraite décente. Je ne connais pas de mot d'ordre plus aliéné que celui-là. Aliéné au discours de nos maîtres. On ne produit de valeur économique que lorsqu'on est soumis à un employeur et que l'on met en valeur son capital en produisant des marchandises capitalistes. Le reste du temps, on est des utiles improductifs. Les fonctionnaires sont des utiles improductifs. Ils dépensent de l'argent produit par d'autres. Les retraités sont des utiles improductifs. Alors, personne ne nie que les retraités sont utiles, mais improductifs. C'est ce que les hommes disent des femmes depuis que le monde est monde. Ah, les femmes, c'est utile. Il n'y a pas de peau pour elles, c'est improductif. La domination. La domination, c'est toujours
elle porte toujours sur la définition du travail. C'est quoi travailler? Entendons-nous bien. Travailler au sens de produire de la valeur économique. Pas simplement produire de la valeur usage, est utile. Encore une fois, personne ne nie que tout le monde soit utile. Tout le monde est utile. Est-ce que tout le monde produit de la valeur? C'est-à-dire, est-ce que tout le monde travaille? Bon, non, retraité, il ne travaille pas. Un fonctionnaire, il ne travaille pas. Un parent, il ne travaille pas. Un chômeur, il ne travaille pas. Je viens de passer les branches de la Sécu en revue, retraité, retraite, maladie, famille, emploi, et puis la fonction publique. Ben non, tous ces gens-là ne travaillent pas. Ils ont droit à des revenus décents. C'est toujours pareil. La classe ouvrière n'a rien changé fondamentalement au XXe siècle. Elle a modifié le curseur dans le partage de la valeur ajoutée à un moment où elle était en position de force en 1945. Et puis depuis, on se fait piquer tout le truc. C'est pas ça qu'a fait la classe ouvrière en 1945. Ça, c'est pas être révolutionnaire. Modifier le curseur, c'est pas du tout être révolutionnaire, c'est aménager le capitalisme. La classe ouvrière a été révolutionnaire. Et elle a mis en place des institutions révolutionnaires. C'est-à-dire des institutions qui changent la définition et la pratique du travail et de la valeur. Elle a mis en place des institutions qui disent les retraités travaillent. Et c'est pour cela qu'elle a revendiqué le salaire pour les retraités. Pas une pension décente. Ce qui est un recul réactionnaire. La classe ouvrière, elle a revendiqué 75% du meilleur salaire brut à 55 ans. Voilà la revendication. Aujourd'hui, on est à 60 ans et non plus 55. 75% du net et non plus du brut. Retraite décente. C'est là l'effondrement idéologique dans lequel nous sommes. C'est pour cela que nous sommes battus. Parce que nous n'honorons ni Croizat, ni Thorez, ni Marcel Paul. Croizat, Thorez et Marcel Paul, en 1945-1946, quand ils mettent en place le statut de la fonction publique, c'est Thorez. Le statut d'EDF-GDF, c'est Marcel Paul. La sécurité sociale, c'est Croizat. C'est les trois grands ministres communistes qui, en 1 an et demi au pouvoir, ont transformé le monde. Ils n'ont pas corrigé le curseur dans un sens plus favorable au travail et défavorable au capital. Ils ont changé, commencé à changer la définition du travail. Lorsque Croizat double les allocations familiales en 1945, il n'opère pas une solidarité entre les célibataires et les chargés de famille, en ponctionnant sur les célibataires de quoi payer ces gens utiles mais improductifs que seraient les parents. Lorsque Croizat double les allocations familiales en 1946, il arrive au pouvoir juste après les élections de novembre qui sont gagnées par le Parti communiste, 30% des voix, et qui aboutissent à 5 ministres communistes dans des postes secondaires. Le MRP et le Parti socialiste veillaient vraiment au grain, bien sûr, ils étaient importants du capital, comme ils le sont toujours et comme ils le sont aujourd'hui. C'est pas nouveau, ils l'étaient autant en 1945 qu'ils le sont aujourd'hui. Il n'y a pas de dérive du Parti socialiste, tout ça c'est de la blague. Il suffit de lire les travaux des historiens sur 44, 45, 46 pour voir le rôle relatif des socialistes et des communistes au gouvernement. Et bien même dans ces postes mineurs, ni les finances, etc. Bon. Même dans ces postes ministériels mineurs, les ministres communistes ont fait des merveilles, dans une bagarre permanente, en mobilisant en permanence la CGT. Cette bagarre-là, c'était pas pour changer le curseur. C'était pas une bagarre de défenseurs de victimes pour améliorer leur pouvoir d'achat.
C'est une bagarre de vainqueurs qui entendaient bien en finir avec le capital. Certes, on n'en finit pas avec le capital en 5 minutes. Mais les institutions qu'ils ont mises en place sont des institutions révolutionnaires. Et en les lisant comme des institutions non révolutionnaires, ce que nous faisons aujourd'hui, un, nous les faisons mourir une deuxième fois. Deux, nous nous condamnons à l'impuissance et à l'échec. Et nous y sommes depuis 30 ans. Sortir de l'impuissance. J'ai fini mon topo initial parce que je crois qu'il faut qu'on débatte maintenant. J'ai suffisamment agressé le public pour qu'il réagisse vivement. Sortir de l'impuissance. Ben, vous savez, mardi, j'étais affolé, d'accord? On a réuni, mettons, 12-15 000 personnes sur des mots d'ordre pépères et avec des discours complètement misérabilistes, tout fout le camp, il n'y a plus de retraite, on va devenir tous pauvres, etc., etc. Comment voulez-vous sortir du capitalisme avec des machins pareils? C'est pas possible. On organise simplement une protestation pour qu'on sert de vanne de sécurité. Voilà. Si nous voulons sortir de l'impuissance, il faut revenir à la dynamique révolutionnaire de nos mères et pères. Et nous avons plus d'atouts qu'eux pour le faire parce que nous avons les résultats de leur conquête. Aujourd'hui, le tiers du PIB est produit par des gens qui n'ont ni employeurs ni actionnaires. Le tiers du PIB. 150 milliards est produit par des fonctionnaires qui n'ont pas d'actionnaires et pas d'employeurs. Ils ont un emploi à vie. Ils sont payés pour leur grade, pas pour leur poste. Ils ne passent jamais par la case chômage. Qu'est-ce qu'on attend pour généraliser ça? Qu'est-ce qu'on attend pour faire campagne en permanence en disant mais après tout le monde, comme les fonctionnaires, pourrait avoir une qualification attachée à la personne et non pas au poste de travail, comme dans le privé. Dans le privé, personne n'est payé. C'est le poste qui est payé. Pas de poste à poil. Dans la fonction publique, il n'y a pas de chômage. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'emploi. L'emploi, c'est le fait de qualifier les postes, d'affecter les salaires à un poste. C'est ce que fait la convention collective. Elle affecte des salaires à des postes de travail. Ça veut dire qu'on donne tout le pouvoir aux propriétaires des postes, en qualifiant les postes. Le statut de la fonction publique, c'est le salaire attaché à la personne, parce que la qualification, le grade, est un attribut de la personne. Du coup, il n'y a pas de chômage, puisque le salaire est affecté à la personne et non pas à un poste de travail. Or, inévitablement, derrière quel mot d'ordre j'ai dû défiler mardi? La solution, c'est le plein emploi. Je vois bien ce que veut dire ce mot d'ordre. Je vois bien que derrière ce mot d'ordre, il y a chacun doit pouvoir participer au bien commun comme il le peut et comme il le veut. Sauf que le plein emploi, c'est ce qui empêche d'y arriver. Plein d'emploi, ça veut dire plein d'employeurs. Ça veut dire marché du travail fonctionnant à plein. Ça veut dire personnes améliorant leur employabilité par une sécurité emploi-formation. C'est-à-dire plein capitalisme. C'est ça que ça veut dire. Plein capitalisme. L'emploi, c'est une institution capitaliste. C'est ce qui nous soumet au marché du travail et à des propriétaires. Or, nous avons déjà dépassé l'emploi. Les fonctionnaires n'ont pas d'emploi. Les retraités n'ont pas d'emploi. Et c'est pour ça que le rapport au travail des retraités est tellement pacifié. Quand vous interrogez des retraités qui ont une pension proche de leur salaire, quelle est leur réponse? Ils n'ont jamais autant travaillé, ils n'ont jamais été aussi heureux de travailler. Et quand on leur demande pourquoi ce bonheur au travail, écoutez, ça tombe tous les mois, j'ose pas le dire. Ça tombe tous les mois. C'est-à-dire que je n'ai plus besoin de passer par l'angoisse du marché du travail, j'ai plus besoin de passer par la soumission à un employeur,
il n'y a plus besoin de passer par un actionnaire pour être reconnu par du salaire comme produisant de la valeur économique. Alors si nous disons que la solution c'est le plein emploi, nous disons que seul on ne produit de valeur que dans l'emploi, que ceux qui n'ont pas d'emploi ne produisent rien, c'est-à-dire que Croizat, Thorez et Paul ont travaillé pour rien. Ils auraient bien fait de se coucher. Tant que nous serons infidèles à ceux qui ont construit le Parti communiste, fondamentalement infidèles, comme nous le sommes aujourd'hui, nous serons dans l'échec. Ce qui a été construit en 1945, c'est le début, bien sûr, il y en a pour des décennies. Ne pensons pas que ça va se faire en 5 minutes, il n'y a pas de grand soir dans toutes ces histoires, il n'y a pas de grand soir. Il y a un processus révolutionnaire qui passe par des moments d'accélération de l'histoire. 36, 44, 47, dans un certain sens 68. Bon. Et puis des moments où l'histoire traîne, voire même on est en recul. C'est ça. Mais ça, c'est... Donc, nous n'allons pas, évidemment, comme ça, sortir du capitalisme. On a déjà commencé à sortir du capitalisme, et ce qu'il faut faire, c'est travailler à une prochaine étape d'accélération de l'histoire, une mobilisation populaire. Ça ne sera pas par les élections, évidemment, surtout les élections européennes, hein, mais par une mobilisation populaire qui, comme en 1936, les occupations d'usines, comme en 1944-1946, où il n'y avait pas de gouvernement, pas de constitution, où ça a permis une efflorescence des initiatives populaires, où il y avait des gens qui avaient des fusils dans le dos des autres, ça a été aussi, il faut le rappeler, hein, évidemment. C'est ce qui a permis des conquêtes qu'il faut étendre. C'est la seule stratégie, étendre ces conquêtes. Donc, je vous donne quelques exemples et je conclus. Ces grands-parents qui disent, dans les enquêtes qu'on fait, qu'ils n'osent pas dire qu'ils ont un salaire à vie, quand ils pensent à leurs petits-enfants qui entendent mal, et qui refilent leurs petits-enfants 100 € à l'anniversaire, histoire de bien les mépriser. Leur dire, toi t'es dans la merde, moi j'ai des sous. La responsabilité de ces grands-parents, c'est pas de refiler 50 € à l'anniversaire du petit-fils et de le plaindre parce qu'il a bien du mal. Arrêtons la plainte! La responsabilité de ces grands-parents, c'est de crier sur les toits qu'ils ont un salaire à vie. Alors, je ne voudrais pas insulter toutes celles, surtout celles qui sont dans la survie, hein, avec une pension à 500-600 €. Ça, c'est pas du salaire à vie. Hein. La pension moyenne des femmes, c'est 900 €. C'est un scandale total. Et on va voir pourquoi. Pourquoi ce n'est pas les 1600 € des hommes, ce qui sont déjà pas suffisants de toute façon. La pension moyenne des hommes, c'est 1600 €. Donc quelqu'un qui a à vie 1600 € ou autour de 1600 € a un rapport au travail qui est extrêmement apaisé parce qu'il n'a plus à se soucier du marché du travail. Et ce qu'il a à dire à ses petits-enfants, c'est « Tu as droit, toi aussi, au salaire à vie. Nous avons conquis le salaire à vie. » C'est-à-dire la possibilité de travailler sans employeur et sans actionnaire. Les 260 milliards d'euros qui vont aux pensionnés sont produits par les pensionnés. En ce moment, je travaille. En ce moment, moi qui suis pensionné, je produis de la valeur économique. Et la pension que je perçois, c'est la reconnaissance de la valeur économique que je produis. C'est ça la conquête de 1945. Envoyer au plot les employeurs et les actionnaires pour produire de la valeur. Nous n'avons pas besoin d'eux pour produire de la valeur. Or, si nous disons en permanence, mais non, il faut du plein emploi, il faut de la solidarité intergénérationnelle, nous passons à répéter le discours de nos maîtres. On ne produit pas de valeur si on n'a ni employeur ni actionnaire. Si nous disons que les fonctionnaires dépensent de l'argent qui est produit par d'autres, nous disons donc que des gens qui n'ont pas d'employeur et pas d'actionnaire
c'est le cas des fonctionnaires, ne produisent pas. Ils sont utiles, mais ils ne produisent pas. C'est-à-dire que nous sommes complètement aliénés au discours de nos maîtres et nous tuons une seconde fois Thorez, Croizat et Paul, qui se sont battus pour que l'on reconnaisse que des gens qui ont un salaire à vie et qui ne mettent en valeur aucun capitaux produisent de la valeur économique, contribuent au PIB. L'impôt n'est pas une taxe sur la valeur produite par d'autres. La cotisation n'est pas une taxe sur la valeur produite par d'autres, qui irait à des gens utiles mais non productifs. Les fonctionnaires sont des salariés qui gagnent leur salaire, qui le produisent. L'impôt qui paye les fonctionnaires est produit par eux. La pension qui paye les pensionnés est produite par les pensionnés. La cotisation maladie qui paye les soignants est produite par les soignants. Les soignants produisent de la valeur économique dans la santé. Les fonctionnaires produisent de la valeur économique dans l'urbanisme, dans la justice, dans l'école, dans la police. Ils produisent de la valeur économique. Nous n'avons pas besoin d'employeurs et d'actionnaires pour produire. Et ce qui paye toutes ces personnes-là, ce n'est pas quelque chose qui est ponctionné sur ceux qui travaillent dans la sphère capitaliste, qui seraient les seuls producteurs de valeur. Parce que ça nous condamne indéfiniment à dépendre du capital. Ce que nous avons conquis au XXe siècle, c'est le début d'une pratique du travail débarrassée des employeurs et des actionnaire. Généralisons. Donc, par exemple, en matière de retraite, j'attends un mot d'ordre qui soit 1. Retraite à 55 ans. Je cherche en vain un congrès de la... Moi, je suis à la FSU. Un congrès de la FSU qui est décidé, depuis 1995, de passer de 55 à 60 ans. Je cherche en vain un congrès de la CGT qui est décidé de passer de 55 à 60 ans. Je cherche en vain un congrès de Solidaire qui est décidé de passer de 55 à 60 ans. On est passé à 60 ans. Retraite à 55 ans. 100% du meilleur salaire net. Arrêtons même la formule 75% parce qu'on ne sait plus si c'est du brut ou du net, dans l'état d'effondrement idéologique que nous sommes. Donc disons les choses carrément, puisqu'on revendique 75% du brut, c'est 100% du net. 100% du meilleur salaire, le meilleur salaire, c'est-à-dire celui des 6 meilleurs mois. Ça a été la revendication constante du syndicalisme, complètement oubliée aujourd'hui. Comment est-ce que vous pensez que nos pères et mères ont conquis ce qu'ils ont conquis? Retraite à 55 ans, 50 ans pour les métiers pénibles, 100% du meilleur salaire net. Dans la fonction publique, c'est les 6 derniers mois. Ça, c'est depuis le statut de la fonction publique qui a été conquis de haute lutte. Entre 1906 et 1946, vous avez des bagarres permanentes des fonctionnaires pour conquérir le statut. Et c'est un communiste qui le met en place en 1946. Et ensuite, le mouvement dans le privé, ça a été de s'aligner sur les 6, non pas forcément derniers, mais les 6 meilleurs mois. Et la dernière conquête en la matière, c'est 72, les 10 meilleures années. Mais c'était les 10 meilleures années en attendant de passer aux 5 meilleurs, évidemment. Puis aux 2 meilleurs, puis à la meilleure, puis aux 6 meilleurs mois. Qui revendique ça aujourd'hui? Qui est fidèle à Croizat, à Thorez et à Paul? Si nous revendiquons la retraite à 55 ans, à 100% du meilleur salaire net, financé comment? Financé par une hausse massive des salaires bruts, permettant une hausse massive du taux de cotisation patronale, ce qui se passe entre 1945 et 1979. En gros, depuis, nous avons arrêté cette bataille. C'est tout à fait dramatique.
Les chiffres sont les suivants. De 45 à 79, le taux de cotisation aux retraites triple. Il triple. Il n'augmente pas de 1,5% ou de 1%. Il triple. Vous imaginez la bagarre qu'il a fallu mener. Et il triple sans baisse du salaire net. Parce qu'on se bagarre pour une hausse massive du salaire brut. Vous avez donc une bagarre pour une hausse du salaire brut et une hausse du taux de cotisation. Et c'est parce qu'il y a triplement du taux de cotisation que progressivement, vous avez des pensions qui se rapprochent du meilleur salaire. Pour que nous retrouvions la dynamique abandonnée depuis maintenant 40 ans, années 80, années 90, pas tout à fait 40 ans, depuis 35 ans. Pour que nous retrouvions cette dynamique, il faudrait que le taux de cotisation sans vieillesse, qui est de 26% du brut, quand on additionne le régime général, Agirc Arrco, cotisation salariée, cotisation patronale, ça fait 26% du brut. Il faudrait que ce taux de cotisation soit d'au moins 35% du brut. C'est-à-dire qu'il faut se battre pour l'augmentation du tiers du taux de cotisation. Or, je vois des tracts qui bougonnent contre la hausse du taux de cotisation. Ben, je me suis entretenu avec des manifestants mardi, place Joffre à Paris. À l'idée de hausse de la cotisation, ils étaient contre. Des militants de la CGT, ils étaient contre. Parce que nos adversaires ont gagné et nous font croire que la cotisation c'est une charge. Ils n'étaient pas tous contre, Dieu merci. Hein. J'en ai trouvé trop qui étaient contre. Parce qu'ils pensaient que ça allait être la baisse de leur salaire. Alors que le triplement du taux de cotisation de 1945 à 1980, ça a accompagné une hausse massive des salaires, bien sûr. La bataille doit être conjointe. Comment faire face à la hausse des prix qu'entraînera le passage de 26 à 35% du taux de cotisation? Ça va entraîner une hausse des prix, puisque ces hausses des cotisations vont être répercutées dans les prix, bien sûr. Ben, la revendication est facile à énoncer. C'est suppression des dividendes. Et non pas taxation des dividendes. Si vous taxez les dividendes, vous acceptez que le capitalisme est éternel et vous cherchez des sous dans la taxation du capital. Se battre pour la suppression des dividendes, c'est entamer une bataille politique pour la propriété des entreprises par les salariés eux-mêmes. Sur les 2000 milliards que nous produisons aujourd'hui, 700 sont piqués par les propriétaires. 700. Propriétaires directs, actionnaires ou prêteurs. 700. Ces propriétaires, 35% de ce que nous produisons est piqué par des parasites. Ils n'en investissent que 400. Là où ils veulent. Pour faire ce qu'ils veulent. En embauchant qui ils veulent. Sur le fric qu'ils nous ont piqué. En plus, ils nous le prêtent. Il faut les rembourser. Je te pique, je te prête, tu me rembourses. Formidable. Il reste 300 milliards. Les dividendes, les taux d'intérêt bancaires. 300 milliards qui sont de la pure prédation. Qui pèsent 15%. Nous pouvons largement augmenter le taux de cotisation en supprimant les dividendes. Et non pas taxer les dividendes, ce qui est légitime et qui finance par l'impôt ce qui est du salaire, qui reconnaît le travail des retraités. Le travail des retraités doit être reconnu par du salaire, pas par de l'impôt. Il s'agit donc de mener une bataille
avec des tracts qui vont être ceci. Retraite à 55 ans. C'est la fidélité aux traditions syndicales. Retraite à 55 ans, par une hausse du tiers du taux de cotisation, compensée par la suppression des dividendes. Et, dernière chose, à 100% du meilleur salaire net, du salaire des 6 meilleurs mois. Et dernière chose, en supprimant les annuités du calcul de la pension. Et en supprimant les comptes de points à la GIRC et à l'ARCO. Pourquoi est-ce que les femmes ont une pension de 900 € en moyenne alors que les hommes ont une pension de 1600 € en moyenne? Je parle de la pension de droit direct, avec la reversion, on arrive à 1100 pour les femmes. Pourquoi est-ce que les femmes qui ont un salaire inférieur de 25% à celui des hommes ont une pension inférieure de 40% à celle des hommes? Pourquoi se passe au moment où les femmes prennent leur pension ce miracle à rebours qui transforme 25% de salaire en moins en 40% de pension en moins? Mais parce qu'elles n'ont pas la carrière complète. Non seulement la seconde journée, celle dont les hommes s'exonèrent, non seulement la seconde journée fait qu'elles accèdent à des postes moins qualifiés, si bien qu'elles ont 25% de salaire en moins à 60 ans, mais en plus, on leur dit que c'est de leur faute. Qu'elles n'ont pas droit à une pension qui soit de 25% inférieure à celle des hommes, mais de 40%, parce qu'elles n'ont pas la carrière complète. Passer de 41 ans et demi à 37 ans et demi, retourner à 37 ans et demi, ne change rien au schmilblick. La question n'est pas de revenir à 37 ans et demi, la question est de supprimer les annuités du calcul des pensions. Pourquoi? Et parce que ce qui justifie la pension que je touche, moi, ça n'est pas mon travail passé. Si bien que j'aurai droit à pension à la mesure de mes cotisations passées. Ce qui justifie que je touche une pension, c'est que Croizat, Thorez, Paul, que je prends comme personnage emblématique du mouvement ouvrier qui, entre 1920 et 1970, a été révolutionnaire. Parce que ce mouvement ouvrier s'est battu pour le droit au salaire des retraités. C'est-à-dire pour que l'on reconnaisse que les retraités travaillent. Un salaire, ce n'est pas un revenu. Un salaire, c'est la reconnaissance qu'on travaille. Pour faire changer la définition du travail. Pour dire que des gens qui sont libérés des employeurs et des actionnaires travaillent. Que les 260 milliards du PIB qui vont aux pensions sont produits par les pensionnés, pas par les autres générations. Ce sont les pensionnés qui produisent 260 milliards de pensions. Donc il n'y a aucune raison de compter le travail passé dans la mesure de la cotisation. De la mesure, pardon, de la pension. La pension doit être la continuation du meilleur salaire à vie. Et 55 ans, c'est déjà bien tard. Si nous arrivons avec des tracts disant cela, nous sommes obligés d'engager une bataille révolutionnaire. Parce que, on va avoir des gens qui, en le disant, vont dire, attendez, 55 ans, oh, ben non, je suis en pleine forme, je ne vais pas arrêter de travailler à 55 ans, enfin. Mais retraité, c'est pas arrêter de travailler. Retraité, c'est travailler en étant libéré du marché du travail et des actionnaires. C'est être enfin heureux au travail. Moi, j'étais dans un débat en Belgique en 2010, dans le français wallon, les retraités, on les appelle des pensionnés. Et un de mes interlocuteurs dit ceci, moi, l'autre jour, un de mes gamins, qui a 7 ans, m'a dit, ah ben moi, quand je serai retraité, quand je serai grand, je serai comme papy, je serai pensionné. La gamin qui a tout compris. Il voit ses parents qui sont dans une angoisse vis-à-vis du travail.
il voit ses grands-parents qui sont dans un rapport pacifié au travail. Bah, il a vite fait le compte, hein, il n'est pas bête. Hein. Il voit bien que le salaire à vie, libérer les employeurs, est une matrice du travail bien plus efficace que l'emploi. Si nous distribuons un tract disant hausse des cotisations, et donc du salaire brut, bien sûr, pour que ça n'ait pas d'incidence sur le salaire net, hein, compensé par une suppression des dividendes, là, on est obligé d'entrer en débat politique avec les salariés. On n'est pas dans ces syndicats qui aujourd'hui disent « Ah ben non, on ne fait pas de politique !» Ah bon? Le syndicalisme, c'est pas politique? C'est nouveau, cela. C'est depuis 15 ans qu'on a des directions syndicales qui disent qu'on ne fait pas de politique dans le syndicalisme. On a toujours fait de la politique dans le syndicalisme, évidemment. C'est une bagarre politique que de se battre pour faire adhérer des salariés à des choses qui vont contre les idées reçues que la radio et la télé leur inculquent tous les jours. C'est une bataille politique, éminemment politique, qui est de dire nous n'avons pas besoin d'actionnaires. Les fralibes seront infiniment plus heureux au travail que lorsqu'ils dépendaient d'Unilever. Ils vont être co-responsables. Ils vont décider au travail. Ils vont plus aller au travail en traînant les pieds, sans aucune maîtrise sur ce qu'ils font. Ils vont être copropriétaires d'usage. Ils vont décider. C'est ça qui rend heureux au travail. Pourquoi est-ce que les retraités sont heureux au travail? Parce qu'ils décident. Si nous disons plus d'années d'études, plus d'annuités pour le calcul des pensions, là nous sommes obligés d'entrer en débat avec les salariés qui disent bah, attendez, mais non, c'est parce que j'ai travaillé que j'ai droit à la retraite. Mais non, j'ai droit à la retraite comme salaire parce que le mouvement ouvrier a conquis le fait que l'on travaille sans employeur et sans actionnaire. Et que ce qui est bon pour les retraités est bon pour tous. Salaire à vie à 18 ans. Copropriété d'usage des lieux de travail pour tous. Nous avons tous à décider. C'est nous qui produisons, c'est nous qui devons décider. Et sur le modèle de la sécurité sociale, je rappelle que de 1945 à 1960, De Gaulle, évidemment, qui est un adversaire acharné de la sécurité sociale, c'est pour ça que la propagande en fait le père de la Sécu, ce qui est quand même scandaleux quand on sait le boulot qu'il a fait, le sale boulot qu'il a fait. De 45 à 60, jusqu'à ce que De Gaulle revienne au pouvoir et supprime tout ça, évidemment. De 45 à 60, l'équivalent du budget de l'État, aujourd'hui c'est 1,5 fois le budget de l'État à la Sécu, à l'époque c'était l'équivalent du budget de l'État. L'équivalent du budget de l'État a été géré par des salariés élus qui avaient un conseil, qui était un des conseils d'administration qui avait tout pouvoir et qui élisaient leurs directeurs. Les directeurs de caisse ont été élus de 45 à 60, élus. Aujourd'hui, les jeunes pensent que c'est l'État, la Sécu, alors que ça a été une démocratie sociale incroyable. Nous pouvons, sur ce modèle-là, financer l'investissement de la même façon. J'ai fait allusion au financement des CHU. Quand on a créé les CHU dans les années 60, on n'a pas du tout fait appel à la propriété lucrative, on n'a pas fait appel au marché des capitaux, on n'a pas fait de partenariat public-privé, on n'a rien fait de ces saloperies-là. On a augmenté le taux de cotisation maladie. Et cette hausse de taux de cotisation maladie a fait affluer de l'argent dans les caisses de la sécurité sociale qui a subventionné, elle n'a pas prêté au CHU, elle a subventionné. Les CHU n'ont pas eu à rembourser l'assurance maladie a subventionné l'investissement. On va faire pareil. Les 700 milliards que des parasites nous piquent, on va les garder pour nous. Ah mais oui, mais
Vous allez les faire fuir, mais qu'ils s'en aillent, par pitié, qu'ils s'en aillent, ces parasites. On n'a pas besoin de Arnaud, on n'a pas besoin de Mittal, on n'a pas besoin de Michelin, on a besoin de personne. On est assez grand pour décider. Tous ces gens-là sont des parasites qui se sont assis sur notre travail et qui font des fortunes insensées sur notre travail. Il ne s'agit pas de les taxer. Il s'agit de les supprimer, non pas comme personne, mais comme fonction. On n'a pas besoin d'eux. On l'a prouvé. On l'a prouvé en gérant l'équivalent du budget de l'État nous-mêmes. On l'a prouvé en finançant l'investissement énorme. Un CHU, c'est une vraie usine. Tous ceux qui travaillent à l'hôpital le savent bien, c'est une vraie usine. On finance l'investissement sans faire appel au marché des capitaux. Faisons pareil pour tout l'investissement. Il n'y a pas besoin des sous qui nous ont piqués au demeurant, de Michelin, de Mittal, je ne sais trop quel parasite pour financer l'investissement. Nous produisons 2000 milliards pour assurer un salaire à vie à tous de 18 ans à la mort, qui démarre à 1500 €, à 18 ans, tout le monde a 1500 €, comme droit politique, irrévocable. Et puis droit à carrière, jusqu'à 6000 €, en faisant des épreuves de qualification. Je propose sur la CGT 4 niveaux de qualification, ce qui veut donc dire un salaire de 1 à 4, si je suis cohérent. D'accord. Pas de 1 à 20, comme le dit le Front de gauche, d'accord. Hein. De 1 à 4. 4 niveaux de qualification, un salaire de 1 à 4. Pas de salaire inférieur à 1500, pas de salaire supérieur à 6000. Et un salaire moyen de 2200 € par mois, pour prendre des choses parfaitement faisables aujourd'hui. 25 000 € par an. 25 000 € par an pour les 50 millions de personnes qui vivent en France, c'est un droit du sol bien sûr, pour les 50 millions de personnes qui vivent en France de plus de 18 ans, ça fait 1250 milliards. C'est ce que nous dépensons déjà pour le salaire aujourd'hui. 60% du PIB. Ben, ma foi, nous pouvons donc dès maintenant engager une bataille, et ça suppose une bataille de tous les jours, dans tous nos tracts, pour légitimer le salaire à vie comme droit politique qui fasse que nous ne dépendons plus d'employeurs pour être reconnus comme producteurs. Et les 800 milliards qui restent, comment est-ce qu'on va les utiliser? 600 milliards pour investir, pas les 400 milliards malheureux qu'après nous avoir piqué 700, les parasites nous concèdent. 600 milliards, sous quelle forme? Par exemple, 600 milliards, c'est 30% de la valeur ajoutée. De même que les entreprises vont cotiser 60% de leur valeur ajoutée pour des caisses de salaire. Les entreprises ne vont plus payer leurs salariés. Elles vont cotiser. Ce qu'elles font déjà pour la maladie et la vieillesse. Ce n'est pas mon employeur qui paye mon opération du cœur. Ce n'est pas mon employeur qui paye ma retraite. Ça ne marcherait pas. Mon employeur, il cotise. Et c'est la mutualisation des valeurs ajoutées dans les caisses qui garantit la sûreté de ma couverture vieillesse ou santé, quels que soient les aléas de mon rapport au marché du travail, quels que soient les aléas du chiffre d'affaires de l'entreprise dans laquelle je suis. C'est complètement déconnecté. Mais il faut déconnecter tout le salaire du chiffre d'affaires de l'entreprise. Imaginez combien on va libérer plein de patrons de PME. Je discutais dans une municipalité communiste qu'on vient de perdre, d'ailleurs on en a perdu beaucoup, hein, même si Laurent nous dit qu'on n'a presque rien perdu, c'est pas vrai, hein, on a beaucoup perdu. Bon, on a gardé Vierzon, très bien, mais globalement on a quand même beaucoup perdu. Et on a perdu, donnez-moi cette ville où on fait de la gratuité des transports. Aubagne. Nous avons perdu Aubagne. La municipalité d'Aubagne avait fait venir pour un panel dans lequel il y avait le patron du CNPF, enfin du MEDEF local du bâtiment, des Bouches-du-Rhône. Le patron d'une boîte d'entreprise de seconde œuvre, de la génie thermique. Un type très très bien, il avait 35 ans, qui nous dit, je vous raconte ce qu'il nous dit, il nous dit, moi je suis obligé d'aller dans les marchés, chercher des marchés dégueulasses, parce que tout est piqué par Spi Batignolles, par Bouygues, le patron du MEDEF local, hein. Par Spi Batignolles, par Vinci, par Bouygues, etc. Bien. Par des mairies éventuellement de gauche qui d'ailleurs font des marchés publics avec ces saloperies-là, et pas avec les artisans locaux, hein, d'accord,
Deuxièmement, moi, il l'avait dit en privé, ça il dit pas ça en public. En privé, il m'avait dit qu'il était sportif de haut niveau, équipe de France. Donc c'est vraiment un sportif de très haut niveau. Il est la 5e génération des propriétaires de la boîte. Quand il avait une trentaine d'années, je ne sais pas, ou 25, 26 ans, enfin, quand il était au fait de sa puissance au demeurant sportif, son père lui dit, écoute, je vais vendre, j'arrête, je vends, sauf si tu reprends. Vous voyez ce petit chantage affectif. Il a repris. Bon, il est ingénieur en génie thermique, hein, il ne déteste pas son boulot, mais c'était quand même pas son truc, c'était pas ça son projet. Quand j'ai dit à la tribune, on ne s'est pas terminé en embrassons-nous Folleville, mais on s'est terminé vraiment en s'étant compris et entendu. C'est ça que je voudrais souligner. Quand j'ai dit à la tribune, nous allons, et il a dit, en moyenne, il y a, je ne sais plus le chiffre, je crois qu'il y a 10 000 patrons du BTP dans les Bouches-du-Rhône et il y a 50 000 salariés. Donc en moyenne, c'est 5 salariés par entreprise. Chaque fois qu'on embauche un salarié, c'est 20% de notre chiffre d'affaires qui est là, c'est une responsabilité énorme. Bon. J'ai dit ceci, oui, si, il a encore dit ceci, assumé par la propriété personnelle d'une entreprise, vous savez, c'est extrêmement lourd. Le taux de divorce chez nous est très supérieur à la moyenne des couples en France. Les patrons de PME divorcent énormément. Mais en même temps, la propriété, c'est la condition de la responsabilité. C'est pour ça que je défends la propriété. Bon, voilà son discours. Tout à fait intéressant. Il a tout à fait entendu quand j'ai dit ceci. Vous avez parfaitement raison de dire que la propriété est la condition de la responsabilité. C'est pour ça qu'il faut que les 5 salariés de la boîte soient copropriétaires. Vous dites vous-même qu'ils sont décisifs. Ils doivent être copropriétaires. On va vous libérer de votre patrimoine. On va vous libérer de l'obligation dans laquelle vous avez été, alors que vous étiez sportif de haut niveau, de faire du génie thermique. Ce qui n'était pas votre truc au départ. On va vous en libérer. Parce qu'on vous libérez de votre patrimoine. On va vous libérer de l'obligation de payer vos salariés. Cette obsession, parce que tous les patrons ne sont pas des salauds, tous les petits patrons. Hein. Cette obsession de trouver les marchés pour faire les payes à la fin du mois. On va vous en libérer. Vous n'aurez plus à payer vos salariés, qui ne seront plus vos salariés, précisément. Il n'y aurait plus ce possessif, là. L'entreprise va cotiser à hauteur de 60% de sa valeur ajoutée aux caisses de salaire. Et c'est les caisses de salaire qui paieront. Donc si vous avez un marché nouveau, qui n'est pas encore très solvable, vous ne serez pas obligé de licencier, parce que vous ne payerez pas les gens sur votre chiffre d'affaires. C'est les caisses qui, sur la mutualisation de toutes les valeurs ajoutées, y compris celles de Vinci, de Bouygues et tout ça, qui vous piquent la laine sur le dos, paieront les salaires. Ben, vous savez, ce discours-là peut être parfaitement entendu. Ça suppose que les salariés se convainquent qu'ils n'ont pas besoin de patron. C'est un gros travail de conviction à faire. Ça suppose que nous adressions aux petits patrons en disant que, dernière chose que j'ai dite, mais vous n'allez plus non plus à avoir qu'émander des financements auprès de banques qui ne vous les donnent pas, sauf à des taux rédhibitoires, et vous n'aurez pas à les rembourser. Vous allez cotiser à hauteur de 15%, par exemple, on peut imaginer, hein, si nous voulons qu'il y ait 600 milliards d'investissements, ça veut donc dire que 30%, 600 milliards, c'est 30% de 2000 milliards. Hein. Ça veut donc dire que 30% de la valeur ajoutée des entreprises doit aller à l'investissement. On peut très bien dire que 15% reste dans l'entreprise, comme autofinancement. 15% de la valeur ajoutée, ce sont les salariés de l'entreprise qui décident de l'investissement qu'on va faire avec ces 15%. Et puis 15% qui vont à une cotisation, qui va à des caisses, qui vont donc récupérer 300 milliards pour financer, 300 milliards par autofinancement, 300 milliards par les caisses d'investissement, qui vont subventionner des projets d'investissement sans remboursement. Bon, rembourser qui? On n'en rembourse que des gens qui ont piqué. Si personne ne pique, ben, il n'y a rien à rembourser. Vous voyez,
Quant au Front de gauche, nous revendiquons du crédit public, ça je ne l'ai pas dit, mais c'est complètement aliéné. C'est supposer que le crédit est légitime. Mais le crédit est une invention capitaliste diabolique qui légitime la prédation. On nous pique et après on nous prête. Il n'y a aucune raison que le financement de l'investissement se fasse par crédit. Aucune. Et la santé l'a parfaitement prouvé. Et à rebours, depuis qu'il n'y a plus de hausse de cotisation maladie, puisque personne ne leur revendique, mais il n'y en a pas. Hein. Où en sommes-nous? Comment se financent les hôpitaux? Ils se financent par la CADES, qu'a créée Juppé en 1997. La caisse d'amortissement de la dette sociale, celle, vous savez, pour laquelle on verse le CRDS, la contribution au remboursement de la dette sociale. La dette sociale. Nous sommes endettés. C'est nous qui produisons, puis on est endettés. C'est quand même dégueulasse. Hein. Depuis qu'il n'y a plus de hausse de cotisation maladie, les hôpitaux se financent par appel au marché des capitaux. Aujourd'hui, ils sont tous dans le rouge. Tous. Ils sont en train de nous dire, bah, c'est la crise. Mais non, c'est pas la crise. C'est une entreprise délibérée de non-hausse du taux de cotisation maladie. Mais sortir des tracts en revendiquant une hausse massive de cotisation maladie, ça suppose de faire de la politique. C'est pas un tract où on se plaint. On peut toujours distribuer des tracts où on se plaint, que tout va mal, tout fout le camp. Bon, tout le monde sait que tout va mal et tout fout le camp. Ça sert à rien. La question c'est, qu'est-ce que nous avons à dire qui fasse bouger les lignes dans les têtes de ceux à qui nous adressons? Bien, revendiquer qu'une hausse du taux de cotisation finance, sans appel au marché des capitaux, l'investissement hospitalier, voilà une revendication très simple à énoncer, mais très difficile à faire passer politiquement, c'est ce qu'il faut que nous fassions. Voilà les quelques mots que je voulais dire pour lancer le débat. Beaucoup même. Allez, il n'y a pas de transition. Hein. Je suis sûr que, vas-y Gérard, et on continue. Oui, alors, c'est par rapport aux dernières phrases de Bernard Friot. Je voudrais enchaîner sur un article qui est paru dans l'UMAD aujourd'hui, justement de Pierre Calfa. Donc, en quelque sorte, il va être un peu là quand même. Et il dit, il explique, bon, il parle du Front de gauche, mais il explique aussi qu'il y en a marre de dire aux gens que ça va mal. Ils le savent que ça va mal. Donc, ce qu'il faut leur proposer, il dit, la politique du ressentiment ne suffit pas, encore faut-il apparaître porteur de solutions concrètes qui soient reliées à un imaginaire qui permette de les envisager. Moi, je trouve que c'est une phrase très forte, ça. Et il développe plus loin en disant, Bernard Friot l'avait annoncé, il a un peu parlé des Fralib, mais il dit, Pierre Calfa, dans cet article, qu'il y a des choses qui existent dans la société qui sont révolutionnaires. Bon, Bernard Friot a parlé de 1945 avec les trois ministres communistes, mais il y a actuellement, dans la société actuellement, des choses qui sont révolutionnaires. Et il en cite dans cet article, Pierre Calfa, un certain nombre. Et il dit qu'on ne s'est pas assez appuyé sur ces choses-là. Et il cite notamment une chose qui m'interpelle beaucoup, enfin avec lequel je suis complètement d'accord. Il dit que, par exemple, le mouvement des logiciels libres est un mouvement qui remet en cause les questions de la marchandisation et qui est basé sur la question du partage et non pas sur la question de faire du fric avec ces choses-là. Un autre élément qui est important aussi, parce que Bernard Friot l'a un peu évoqué tout à l'heure aussi, c'est la question de la propriété. Et avec les questions de la propriété intellectuelle, se pose la question même de la propriété d'une manière générale, dans le capitalisme tel qu'il est actuellement, qui fonctionne avec des éléments, avec les brevets, les marques, etc., il n'y a même plus besoin de produire. Donc, la question de la propriété se pose actuellement, très concrètement. Je ne peux qu'applaudir à ce que vous dites, hein, en insistant sur le fait qu'il n'y a pas que des exemples très minoritaires comme Fralib qui sont révolutionnaires. Nous avons la moitié des retraités qui touchent un salaire à vie. Ça, c'est révolutionnaire. Nous avons 5,5 millions de fonctionnaires qui touchent un salaire à vie. Ça, c'est révolutionnaire. Et
Et qu'est-ce que c'est ne pas le voir? Parce que j'ai lu l'article de Khalfa dans le train ce matin, et je suis tout à fait d'accord avec ce qu'il dit. Ne pas voir tous ces éléments révolutionnaires, ça veut dire par exemple que les fonctionnaires, comment est-ce qu'ils se battent? Ils se battent sur la plainte. Hein. Le service public est en danger. Ils s'adressent aux autres en tant qu'usagers du service public. Défendez avec nous le service public. On est dans la plainte. Hein. Khalfa dit qu'il y a la marre de la plainte. Hein. Comme vous l'avez parfaitement relevé. Et en revanche, vous ne verrez, mais que très rarement, des fonctionnaires se battent au nom de la fonction publique. Ils se battent au nom du service public. Ils n'osent pas se battre au nom de la fonction publique. Ils n'osent pas dire ceci, s'adresser aux autres non pas en tant qu'usagers du service public, mais en tant que travailleurs. Des travailleurs qui sont inquiets sur leur emploi, etc. En leur disant, mais comme nous, vous avez droit à ce que votre salaire soit attaché à votre personne. Comme nous, vous avez le droit de ne jamais passer par la case chômage. Parce que si les fonctionnaires disent oui, on a un statut spécial parce qu'on a des missions spéciales de service public, ben, ils prennent les autres pour des cons, et eux, ils n'ont pas de mission spéciale, pas de peau pour eux. Il ne s'agit donc pas de s'adresser au nom des missions spéciales du service public à des usagers du service public. Honorer l'actualité de 45, parce que vous sembliez opposer ce que je dis qui concernerait 45, le passé, et puis Fralib qui consisterait... Mais non, 45 c'est aujourd'hui justement. Honorer l'actualité de 45, c'est des fonctionnaires qui, dans tout leur tract, dans toute leur façon de s'adresser aux autres, disent « Nous avons un salaire à vie, vous avez le droit aussi d'avoir un salaire à vie. Vous avez le droit de ne pas passer par les fourches caudines d'un employeur. Vous avez le droit d'en finir avec le marché du travail. » Une autre façon d'être fidèle à l'actualité de 45, c'est des retraités qui s'adressent à leurs petits-enfants, qui sont justement en train de se battre contre le droit de propriété lucrative sur l'Internet, parce que ces trentenaires-là, leurs petits-enfants, sont pas à la CGT ni au Parti communiste, hein, souvent ils sont plutôt contre, hein, hélas, mais peut-être qu'on ne leur a pas transmis le goût d'y être. Hein. Mais en revanche, ils sont hautement politisés. Se battre contre le droit de propriété intellectuelle, c'est être hautement politisé. Et s'adresser à nos petits-enfants ou à nos enfants, parce qu'on n'a pas forcément des petits-enfants qui ont 30 ans, hein, ou à nos enfants qui ont 30 ans, qui bricolent avec le chômage, parce que comment faire autrement? Ils bricolent avec le RSA. Qui bricolent avec le RSA pour se battre pour le logiciel libre contre les entreprises Google et compagnie, contre le cheval de Troie de la propriété lucrative qu'est le droit de propriété intellectuelle, qui est une saloperie. Bien, s'adresser à eux, plutôt que de dire qu'ils ne sont pas chez nous, qu'ils ne font pas de politique. Le problème avec les jeunes, c'est qu'ils ne sont pas politisés. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Moi, je rencontre des centaines, des milliers de jeunes parfaitement politisés. Pas chez nous. Bah oui, c'est bien le problème. Comment est-ce qu'on peut s'adresser à eux pour être audible et faire le lien? Parce que je suis entièrement d'accord avec toi, on va peut-être se tutoyer, je suis entièrement d'accord avec toi. Parce que je les rencontre en permanence. Il y a, en dehors de nos traditions cégéto-communistes, donc je suis porteur, moi je suis la tradition cégéto-communiste, voilà, j'en suis heureux et fier, d'accord. Bon, en dehors de cette tradition-là, il y a aujourd'hui des tas d'efflorescences, de gens qui l'ignorent, cette tradition. À leurs dépens, c'est dramatique qu'ils l'ignorent, mais est-ce que nous leur transmettons? C'est ça la question. Et à qui nous pourrions dire, mais toi qui cherches dans la galère du bricolage avec le RSA, des formes moins subordonnées de travail, toi qui ne veux pas avoir d'employeur, toi qui ne veux pas produire de la merde, toi qui fais du bio, toi qui fais de la culture, toi qui fais de l'informatique, des formes non aliénées de production, mais qui a bien du mal, tu as droit au salaire à vie. Tu as droit au salaire à vie. Voilà, c'est comme ça qu'on va devenir offensif. Je peux provoquer quelqu'un? Stéphanie.
Toi, tu connais le chômage, etc. Est-ce que tu peux nous dire, parce que tu sais le dire, je t'ai vu dans les municipales, qu'est-ce que tu en penses du salaire à vie? Oui, ça serait bien. Est-ce que ça te paraît? Oui, ça je comprends, mais excuse-moi, je vais le dire à ta place, mais il est fou. Le salaire à vie. Ah bah oui. Comment tu réagis quand il te dit qu'il y a les moyens, tout ça? Enfin, il y a les moyens, oui, mais il faudrait arriver à les mettre en place. Et pour ça, il faudrait arriver effectivement à ce que plein de jeunes s'intéressent à la politique, ce qui n'est pas le cas. On ne les voit pas beaucoup. On ne les voit pas dans nos rangs. Ouais. Mais ils font de la... Écoutez, franchement, moi j'ai des tas de témoignages, des jeunes qui disent « moi je ne veux pas produire de la merde ». Ils font de la politique, ceux qui disent « je ne veux pas produire de la merde ». Mais enfin, ils font de la politique, ces gens-là. Nous sommes en train de crever d'une production capitaliste qui nous fait produire de la merde. Oui, mais on ne les voit pas au bureau de vote, on les voit nulle part. Oui, ça c'est pour ça que... Oui, mais comment voulez-vous... Comment est-ce qu'on va les amener au bureau de vote? C'est ça la question. Comment est-ce qu'on va les amener si nous ne leur proposons pas, avec le salaire à vie, avec une bagarre pour la copropriété d'usage de toutes les entreprises, quelque chose qui donne un cadre, une perspective à ce qu'ils vivent là, Nouvelle société. alors qu'ils ont l'impression que quand ils vont voter, ce sera sans impact sur sur ce qui leur importe, c'est-à-dire ne pas produire de la merde pour un employeur capitaliste. François. Je vais continuer sur la même idée. Je crois qu'aujourd'hui, nous avons une grosse difficulté. C'est la bataille de l'information, les médias. Parce que c'est vrai que le salaire à vie, la santé, l'éducation, les transports, etc., tout ça, c'est des choses qui sont tout à fait possibles. Et notre société le pourrait si elle le voulait. Malheureusement, ceux qui nous dirigent ne le veulent pas, et ceux qui sont dirigés n'ont pas conscience de leurs droits et de leurs pouvoirs. C'est là notre difficulté. Alors, pendant très longtemps, Pierre, je le cite, pendant très longtemps, Pierre s'est battu pour qu'on fasse comme thème principal le respect de l'humain et de la citoyenneté. Je me rappelle encore dans des réunions où nous parlions de citoyenneté. Et je crois que cette chose ne sera possible que lorsque nous regagnerons des consciences, lorsque nous mettrons dans la tête des gens que la chose est possible et que c'est parce qu'elle est possible qu'on peut l'obtenir et la faire vivre. Aujourd'hui, manifestement, nous avons peut-être perdu une partie de la bagarre des médias, parce que là, pour le coup, on se sent affaibli. Et les résultats des votes aujourd'hui le montrent. Hein. Il y a une majorité, allez, on va dire comme ça, une majorité de gens qui ne se sentent pas en capacité de changer quoi que ce soit. Donc, il faut les gagner. Mais je crois qu'il faut les gagner petit à petit. Le CNR est une très bonne base de réflexion et d'action. Et bien, repartons de là. Par exemple, alors c'est pas parce que je suis dans ces trois associations, mais le 19 prochain, à la salle C26, là, nous allons avoir une réflexion sur la pédagogie de Freinet, de l'école Freinet. Et c'était précisément le respect de l'humain, voilà, alors ça c'est un exemple, mais il pourrait y en avoir de nombreux autres. Et je crois que c'est petit à petit, par là, par ce biais-là, par dire, revenons aux sources, essayons de comprendre ce que l'humain a besoin et ce qu'il peut gagner, et peut-être nous arriverons à créer un rapport de force. Et ma question était précisément sur le rapport de force, mais allez, si vous me permettez une petite boutade, j'ai trouvé un petit paradoxe dans votre propos. Je m'associe pleinement à tout ce que vous dites. Ceci dit, à un moment, vous avez dit « Dieu merci ». Et là, j'ai pas tout compris. Merci. Vous savez, organiser une mobilisation populaire de millions de personnes autour de manifestations toutes les 3 semaines, c'est pas la procession dérogation, ça? Ça, c'était pour le Dieu merci, d'accord. On attend que le ciel nous donne la pluie, c'est ça? C'est vrai.
moi, ce qui me paraît vraiment décisif dans un travail de redonner confiance, c'est que l'on parte du déjà là, que l'on parte de l'existant, c'est-à-dire qu'on le voit. Il y a une responsabilité énorme des retraités, énorme. Les retraités, c'est vraiment le groupe social le plus nombreux. Il y a 16 millions de retraités, d'accord. Alors encore une fois, sur ces 16 millions, à cause de la carrière, c'est pour ça qu'il faut absolument supprimer la carrière du calcul de la pension. C'est vraiment décisif, c'est une revendication immédiate, supprimer la carrière. Et c'est ça qui nous fera nous opposer à la CFDT correctement. Puisque la CFDT, elle veut que ce ne soit que la carrière qui soit le fondement de la cotisation, de la pension. La responsabilité des retraités, les retraités, ils ont un salaire à vie. Alors, insuffisant. C'est pour ça qu'il faut se battre pour 100% du meilleur salaire, bien sûr. La suppression des annuités pour en finir avec la double peine des femmes, qui est un scandale contre lequel les syndicats se battent beaucoup trop peu. On déplore que les femmes aient 40% de moins de pension que les hommes, et puis c'est tout. Mais c'est une bataille prioritaire. Il n'y a aucune raison que 25% de salaire en moins se traduise par 40% de pension en moins. Enfin, c'est absolument scandaleux. C'est devenir une bataille prioritaire. Et la seule solution pour cette bataille prioritaire, c'est de supprimer les annuités du calcul. Alors que nos tracts maintenant, c'est ça la défaite idéologique, sont remplis de la question de la carrière. On va intégrer les années d'études dans les annuités. On va intégrer les années de chômage dans les annuités. On va multiplier par 1,5 les années paisibles dans les annuités. C'est-à-dire qu'on s'est fait avoir complètement par le PS et la CFDT. Mais entièrement. On est sur leur base. C'est la carrière qui doit être le fondement de la pension. Et ça, c'est dire qu'un retraité ne produit rien. Si nous voulons nous adresser aux jeunes qui sont beaucoup plus sensibles que nous, au drame dans lequel nous met la production capitaliste, bien plus sensibles que nous. Si nous voulons nous adresser à eux de façon crédible, encore faut-il que nous insistions sur la légitimité de notre salaire à vie comme retraité. Si nous disons que nous avons une retraite parce que nous avons eu de l'emploi, que la retraite, c'est en quelque sorte le contrepoint du fait qu'on s'est emmerdé au boulot, c'est foutu. Nous avons une retraite parce que nous avons commencé à conquérir que la valeur économique, ce ne soit pas simplement la soumission à un employeur. Et qu'on peut avoir du salaire à vie, sans être à charge de personne. Je le répète, alors peut-être qu'il faut expliquer. Les 260 milliards de pensions qui vont aux retraités sont produits par les retraités. Alors pourquoi c'est sur ma feuille de paie si c'est le retraité qui le produit? C'est très simple. La cotisation retraite qui figure sur ma feuille de paie, ça n'est pas la contrepartie de mon travail. C'est du salaire, mais ça n'est pas mon salaire. C'est la contrepartie du travail des retraités. Pourquoi est-ce qu'elle figure sur ma feuille de paie? Parce que Gattaz-Père l'a voulu, pour bien nous aliéner, pour nous faire croire qu'on nous piquait des sous. C'est un effet délétère, cette feuille de paie à la Gattaz. Parce qu'ils sont ensuite patrons de père en fils, ces gens-là, bien sûr. Deuxièmement, pourquoi est-ce que les retraités produisent pour 260 milliards d'euros, de même que les fonctionnaires produisent pour 150 milliards d'euros? Comme ils produisent du non-marchand, le retraité, ça ne produit pas de la marchandise. C'est conseiller municipal, ça cultive des fleurs, ça conduit des gamins à l'école, enfin, etc. Bien. Ça ne produit pas des marchandises. Donc on ne peut pas... La monnaie qui reconnaît la valeur économique, encore une fois, un retraité, ce n'est pas simplement quelqu'un qui est utile. Un retraité, c'est quelqu'un qui produit en étant libéré de l'emploi. Mais la production qu'il fait, elle ne peut pas se trouver dans le prix de ce qu'il vend. De même que la production que fait un soignant. Un soignant, c'est pas une bonne sœur.
qui vivrait de la charité publique. Le soignant, il produit la cotisation maladie. C'est son travail qui produit la valeur qu'il y a sur ma feuille de paye. C'est le travail du soignant qui est sur ma feuille de paye sous forme de cotisation maladie. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Tant qu'on n'a pas compris ça, je pense qu'on est forcément sur un discours aliéné, et qu'on est sur la défensive et qu'on est condamné à perdre. Donc, la valeur économique produite par les soignants, par les fonctionnaires, par les retraités, par les parents, les allocations familiales, par les chômeurs, les IJ qui payent les intermittents du spectacle, etc., etc. Cette valeur économique produite donc par des gens qui n'ont ni employeurs ni actionnaires, elle est non marchande, donc elle ne peut pas s'exprimer dans le chiffre d'affaires des produits qu'ils vendent. Mais cette monnaie, il faut bien qu'elle soit quelque part. Où est-elle? Elle est dans le prix des marchandises, bien sûr. C'est-à-dire qu'on va imputer au prix des marchandises. Comment est-ce qu'on fait un prix? C'est toutes les consommations intermédiaires, plus les salaires, plus le profit. Donc on va imputer au prix des marchandises les impôts, les cotisations, etc. Et donc, nos salaires directs vont être l'occasion, c'est ça la grande conquête. C'est que c'est pour ça qu'ils protestent tellement contre, et c'est pour ça qu'ils trouvent toujours un ministre socialiste pour les caresser dans le sens du poil. C'est Rocard qui a commencé, avec la CSG en 91. Jospin a supprimé la cotisation santé des salariés, et Hollande achève le travail. Ça, c'est la répartition des tâches entre l'UMP et les socialistes. Les socialistes, eux, ils matraquent la cotisation sociale. L'UMP, il matraque autre chose. Il y a une répartition des tâches entre les deux concours de beauté. La cotisation qui figure sur ma feuille de paye n'est pas la contrepartie de mon travail. Elle figure sur ma feuille de paye comme garantie que la valeur ajoutée de l'entreprise va aller à la fois à moi comme titulaire d'un salaire du marché du travail, mon salaire direct, va aller au profit, hélas, mais va aller aussi à la reconnaissance du travail de gens qui n'ont ni employeurs, ni salariés, ni actionnaires. C'est pour cela que les patrons sont tellement acharnés contre la cotisation sociale. Ce qui ne figure pas sur la feuille de paye, en revanche, c'est le profit que génère notre travail. Donc, j'ai une feuille de paye, je prends un salaire au-delà du salaire moyen, en dessous du salaire moyen, pardon, qui est de 2100 €, mais au-delà du salaire médian, celui qui partage la moitié des actifs en deux. Le salaire médian, c'est 1800 € net. Donc il y a 1800 actifs, indépendants, salariés. Il y a 50% des actifs qui gagnent moins de 1800 € net par mois, 50% qui gagnent plus. Il y a 10% des actifs qui gagnent plus de 3000 € net par mois. Il faut vous dire que les salaires sont très faibles en général. Il y en a 1% qui gagnent plus de 6000 € par mois. C'est rien du tout, d'accord. Il y en a 1 pour 1000 qui gagnent plus de 8400 € par mois. Voilà. 1 pour 1000 actifs, en prenant les travailleurs indépendants, etc. etc. Bien. C'est pour ça que si on met tous les salaires entre 1500 et 6000, ça ne perturbe personne, fondamentalement. On ne désigne personne à la vindicte publique. On assume correctement, en supprimant tout ce qui est inférieur à 1500 € de la réalité actuelle. Mais ce qui ne figure pas sur la feuille de paye, donc prenons quelqu'un qui aurait 2000 € de salaire net, va avoir sur sa feuille de paye 1700 € de cotisation. Il pense donc que sa force de travail vaut 3700 €. Ou bien que son travail produit 3700 € et qu'en contrepartie, il a 2000 € sous forme de salaire direct et 1700 € sous forme de salaire différé. Il ne consomme pas tout de suite, mais il le consommera plus tard quand il sera malade, retraité, etc. Salaire différé, cette thématique désastreuse de FO, par exemple. D'accord. La CGT parle de salaire socialisé, ce qui est quand même déjà mieux. Ne
figure pas sur la feuille de paye, là je suis sur un salarié du privé. Un salarié du privé, encore une fois, c'est pour 2000 € de salaire net, il y a 1700 € de cotisation. Ce qui ne figure pas sur sa feuille de paye, c'est que pour 2000 € de salaire net, il a produit 2800 € qui vont à des propriétaires. Ça, c'est pas sur sa feuille de paye. Je prends les données macroéconomiques au niveau national, hein. Les salaires directs du privé. Les salaires directs du privé, c'est-à-dire ce qui est au bas de la feuille de paye, les salaires du privé, c'est 500 milliards. Le profit, c'est 700 milliards. Le profit, il est généré par les salariés du privé. Ça veut dire que chaque fois qu'un salarié du privé gagne 500, il y a un propriétaire qui gagne 700 sur son boulot, qui lui pique 700. C'est pas sur la feuille de paye, ça. Alors, est-ce que ce salarié, il a produit les 2000 € de son salaire direct, plus les 1700 € de ses cotisations, plus les 2800 € du salaire, du profit? Non. Non, non. Il a produit, sur son salaire direct, 1500 €. Parce que sur les 2000 € qu'il gagne, il y en a 500 qui vont aller en impôts. En TVA, pour l'essentiel, et en IRPP, en impôt sur le revenu. À 2000 € par mois, il va y avoir 300 € de TVA, mettons, et 200 € d'impôt sur le revenu. Ces 500 €, est-ce que c'est lui qui les a produits? Et qui va les filer à des gens utiles mais improductifs, qui sont les fonctionnaires? Ben, bien sûr que non. Les 500 € en question, c'est les fonctionnaires qui les produisent. Et comme ils produisent du non-marchand, il faut bien que cette monnaie aille quelque part dans le prix des marchandises, qui va permettre que sur la valeur ajoutée des entreprises qui produisent des marchandises, une partie de cette valeur ajoutée, elle est inscrite dans la feuille de paye. Je dirais hélas, parce que ça introduit une confusion absolue dans la tête des gens, d'accord? Mais enfin, au moins, c'est aussi une forme de sécurité, parce qu'on est sûr que les patrons ne vont pas foutre ça au profit. Ça va aller une cotisation, ça va socialiser le salaire. Mais pour reconnaître, ou l'impôt. L'impôt, c'est une socialisation de la valeur ajoutée. Donc, les 500, quand j'achète un litre de lait, les 7 ou 8 centimes qui vont à la TVA, ce n'est pas moi qui les ai produits. Pour aller vers des fonctionnaires qui sont des gens utiles mais non productifs. Les 7 centimes sont produits par les fonctionnaires. Mais comme ils produisent du non-marchand, c'est dans le prix des marchandises que va être inclus les 7 centimes qu'ils produisent. Mais les impôts que je paye, ce n'est pas moi qui les ai produits. Ils ne sont pas pris sur mon travail. Pas plus que les cotisations que je paye. Les cotisations, la cotisation santé, c'est pas moi qui produis la cotisation santé, et puis il y a des bonnes sœurs. Voilà. C'est en général des femmes, bon, on va quand même pas en plus reconnaître qu'elles sont productives, hein, qui font des soins. Ben oui, elles sont utiles. On va les saluer, on va faire des grandes hymnes à la gloire de ces braves femmes qui font des soins, mais elles sont improductives. Vous voyez la violence qu'il y a derrière ce propos qui dit que la cotisation maladie, c'est moi qui l'ai produite? C'est nier que les soignants produisent de la valeur. C'est s'aliéner complètement le discours du capital qui dit « Ah ben non, les soignants sont des fonctionnaires dans l'hôpital public, ils produisent rien ». Ça, laissons les capitalistes dire ça. Mais si nous le disons, c'est dramatique. Parce que nous nous empêchons de mener la bataille avec ces trentenaires qui font du logiciel libre, en bricolant avec le RSA. Nous empêchons de mener la bataille avec eux en disant « Mais vous voyez bien que nous produisons déjà les 200 milliards de la santé, 200 milliards de santé. Nous les produisons par des gens qui ne mettent en valeur aucun capitaux. Alors, c'est pas tout à fait tout, hein, parce qu'il y a une partie de la cotisation qui va engraisser Sanofi à travers l'achat de médicaments, d'accord. Mais je parle de tout ce qui finance le salaire des soignants. C'est l'essentiel de la cotisation maladie.
Ben, nous avons déjà 200 milliards qui sont produits par des gens qui ne sont pas sur le marché du travail. Les médecins conventionnés ne sont pas sur le marché du travail, tous les libéraux conventionnés ne sont pas sur le marché du travail, les soignants fonctionnaires de l'hôpital public ne sont pas sur le marché du travail, qui ne mettent en valeur aucun capital, les médecins conventionnés ne mettent en valeur aucun capital, les fonctionnaires des hôpitaux publics non plus, et qui produit 200 milliards. Eh bien, toi qui bricoles avec le RSA pour t'émanciper de la production de saloperies par le capital, mais tu vois que nous le faisons déjà. C'est pour ça que chez Calfa, ce qui m'embête, c'est qu'il va chercher uniquement Fra Libre, vous comprenez, ou le logiciel libre, ce qui est très important. Mais commençons par voir que 700 milliards, autant que le profit, 550 milliards produits par la sécurité sociale, 150 milliards produits par les fonctionnaires, 700 milliards du PIB actuel relèvent déjà d'une logique anticapitaliste. Et qu'à partir de ça, mais nous pouvons engager une bataille pour que tout le monde ait une qualification à la personne, etc. etc. Allez, on va pas trop tarder, il est 8 heures. Voilà. Je ne sais pas par où commencer. D'abord, je trouve que c'est bien qu'on parle d'économie. Ça, j'ai eu l'occasion de le dire ailleurs. Je trouve que c'est le trou noir dans cette partie de gauche, enfin, qui se veut de gauche, pour de vrai. On n'en parle pas, quasiment jamais. On ne fait pas de débat, parce que ça poche. Et c'est bien, effectivement, que ça vienne sur le tapis. Alors, ceci dit, il faut une sacrée gymnastique intellectuelle dans ce que vous racontez. Parce qu'avec le discours ambiant, ce qu'on peut connaître de par ailleurs, ça remet pas mal de trucs en place. Alors, il y a plein de trucs sur lesquels je suis d'accord. Il y en a d'autres, je m'interroge quand même pas mal. Mais c'est au moins intéressant. Et c'est bien qu'il y ait des éléments de recherche, etc., pour effectivement aller un petit peu plus loin. Et je pense que c'est, encore une fois, je vais beaucoup insister là-dessus, c'est vraiment le trou noir. Moi, je déplore ça d'une manière régulière. On parle de plein de choses, mais l'économie, jamais. Ou quasiment. Et je vais finir simplement alors avec un mot que dit Alain fréquemment et que je dis, que je répète fréquemment, là je te copie à chaque fois, vis-à-vis du syndicalisme. Où effectivement, à un moment, je ne te cite pas exactement, mais ça va être à quelque chose près, entre la courroie de transmission qu'il fallait effectivement couper, c'était un peu trop, et plus de politique du tout, il y a quand même une marge. Et qu'effectivement, dans les syndicats, plus de politique, j'arrive plus à comprendre. Je ne comprends pas. Parce que comme vous l'avez dit tout à l'heure, faire du syndicalisme, c'est de la politique. Si on revendique du salaire, c'est de la politique. Si on revendique de meilleurs postes, c'est de la politique. Des conditions de travail, c'est de la politique. Comment on va les faire aboutir si on n'a pas des éléments politiques pour les faire aboutir? J'arrive pas à comprendre qu'on ne puisse pas arriver à un moment de faire le... Alors après, que chacun soit un peu plus dans sa spécialité, ça me paraît normal, mais qu'on n'en parle pas du tout, ça me sidère. Et encore une fois aujourd'hui, des syndicalistes, je ne me suis pas trop tourné, il n'y en a pas beaucoup. Mais comme il n'y a pas beaucoup de monde, de toute façon, je suis sur leur affaire. Et ça pose problème. Ah bah ça pose problème. Le fait que ce sont des initiatives isolées qui fait que la CGT ait participé à la manif du 12 avril pose problème. Pour moi, ça pose problème. Le 12 avril était de manifestation, syndicat Front de Gauche à Paris. Et la CGT n'avait pas appelé à manifester, au nom de cette idée que le syndicalisme, c'est pas de la politique, c'était une manifestation politique. Mais... Non, il y a eu un débat interne, je parle de la Confédération. Et bon.
mais je ne désigne en plus personne à la vindicte publique. La question n'est pas là, c'est nous Oui, qui nous interrogeons. oui, c'est sur le fond. Mais regardons ce qui est écrit là. Ce que tu viens de dire là, c'est bien ça. Le temps de la lutte doit toujours être celui de la pensée. Quand on regarde la biographie de tous ceux qui ont mené le mouvement ouvrier, mais c'est des gens qui passaient la moitié de leur journée à lire, la moitié de leur nuit plutôt, à lire. Quand on pense à ce qu'a été la bataille du livre au Parti communiste et à la CGT, mais rien n'est perdu. Bien sûr que nous allons renouer avec tout ça. Parce qu'on voit bien les effets d'effondrement idéologique à laquelle conduit l'abandon de ces pratiques. Bien sûr. Mais pour cela, il faut que je vende ma camelote quand même. Bon, ben, d'accord. Je voudrais me permettre de demander à Bernard Friot de revenir sur ce qui a été présenté à la presse, à savoir dans le cadre de ce qu'il nous a expliqué, comment lutter contre le Front National. Il y a une urgence. Nous avons eu un débat au cours de notre dernière réunion de communistes de nouvelle génération, et quand j'ai écouté Bernard Friot, j'ai dit il n'échappera pas à le redire dans la salle, parce que ça va nous aider, je crois. Moi, je ne prétends pas non plus aider à la réflexion, hein, surtout sur un domaine qui n'est pas le mien. Moi, mon domaine, c'est la Sécu. Bon, là, j'ai des choses à dire parce que j'ai énormément bossé la chose. Sur le Front National, je l'exprime comme militant politique et syndical, comme chacun d'entre nous. Hein. On constate que la condamnation morale du Front National, ça ne sert à rien. On est en train d'être battu sur la condamnation morale. Ce qu'il faut absolument montrer, c'est que le Front National, c'est un rouage du capital. Que jamais le Front National ne se bat contre le capital. Que c'est un mouvement antisyndicaliste, c'est un mouvement qui ne se mobilise jamais pour conquérir des droits, jamais, qui ne met jamais en cause le capitalisme. Il va parler de la finance, surtout si c'est de la juiverie internationale, d'accord ? Il va parler de l'Europe, de Bruxelles. Il va parler des immigrés, mais jamais, jamais. C'est un mouvement au service du capital. Donc jamais il ne va mettre en cause le capital. Jamais. Et l'histoire du XXe siècle nous enseigne sur le fait que le capital a toujours au feu la possibilité, lorsque l'alternance droite-gauche qu'il manipule en permanence ne fonctionne plus, parce que le niveau de crise est tel que le parti de gauche de gouvernement et le parti de droite de gouvernement n'ont plus de crédibilité, nous y sommes, d'accord ? C'est les années 30, d'accord ? Eh bien, le patronat a toujours dans sa manche un parti fasciste, toujours, qu'il rend aimable, qu'il monte, à qui il donne de la dignité, et les médias dont il est le propriétaire passent leur temps à le faire. Je rappelle, c'était dans l'UMA il y a 3-4 jours, hein, que le temps de parole le plus important avant les élections européennes, ça a été Philippot, hein, sur les médias. Si nous voulons bien, mais correctement, mettre en évidence que le projet du Front National, c'est un État fort qui va criminaliser l'action syndicale au service du capital. Ce que fait tout parti fasciste qui arrive au pouvoir. Et là, le XXe siècle nous l'a très bien montré. Et comment Gattaz et Marine Le Pen sont en train de préparer cette affaire-là. Si nous voulons vraiment nous battre sur ce terrain-là, et pas sur le reste, nous perdons notre temps. Il faut absolument que nous soyons anticapitalistes. Si nous ne sommes pas anticapitalistes, comment montrer que le Front National est au service du capital? C'est lorsque nos tracts vont dire « nous n'avons pas besoin d'employeurs, nous n'avons pas besoin d'actionnaires, nous pouvons financer par cotisation du salaire à vie, nous pouvons supprimer le marché du travail ». C'est là que les salariés vont voir qu'aussitôt vont apparaître des tracts du Front National dénonçant cette affaire, évidemment.
Donc, tant que nous ne mettrons pas les salariés en face du rôle de roue de secours du capital, roue de secours autoritaire du capital, lorsque les partis présentables de gouvernement ne sont plus crédibles. Si nous ne le faisons pas, mais en l'obligeant à sortir du bois, parce qu'il ne suffit pas de dire dans des tracts que c'est la roue de secours du capital, ça on le dit à la limite dans nos tracts. Mais il faut l'obliger à sortir du bois, c'est-à-dire l'obliger à sortir des tracts dans lesquels, parce que nous aurons été suffisamment offensifs pour dire que nous pouvons généraliser le salaire à vie, dans lesquels il va dire non au salaire à vie. Tant que nous ne le contraindrons pas à sortir du bois, ben, il sera dans une espèce d'irrésistible ascension. Vas-y, parle-nous. Alors, oui, si vous voulez prolonger par la lecture, parce que moi je mène la bataille du livre, hein, si le parti l'a abandonné, moi je la mène. Je suis communiste, je vote basse commune, d'accord, pour que ce soit clair. Hein, je ne suis pas un oppositionnel, je ne passe pas mon temps à ça, je ne perds pas mon temps à ça, je m'en fous, d'accord. Je suis... en revanche, je me bats, nous battons, parce que le réseau salariat, c'est tout un... C'est pas grand monde, hein, nous sommes 200 adhérents pour le moment, mais peut-être que vous pouvez venir grossir nos rangs. Hein. Nous battons pour simplement, nous répondons à la demande. Hein. Moi, les 150, les 200 journées de formation et débat que je fais dans l'année, enfin 150 initiatives, mais qui correspondent à peu près à 200 journées aux soirées, que je fais dans le cadre syndical. J'ai par exemple fait 8 jours de formation avec tous les responsables du D et du L de la région centre l'an dernier, CGT, à Blois, à l'initiative du comité régional de la CGT, par 4 fois 2 jours, bon, mais, etc. Tout ce travail de formation que nous faisons à la demande, tout ce travail de formation, c'est précisément pour redonner de l'espoir en réassumant notre histoire, en arrêtant de faire mourir une seconde fois ceux qui ont construit les institutions qui nous font vivre aujourd'hui. Et pour cela, nous disposons d'outils pédagogiques que nous essayons de construire, qui ne sont pas encore toujours très pédagogiques. Je ne vais pas vous décourager de les lire, hein, mais il y a encore des progrès à faire. Hein. Nous construisons des diaporamas. Nous allons avoir 3 jours là, de formation ensemble, le week-end du 13, 14, 15 juin. On va partir d'un diaporama de 45 diapos qui existent aujourd'hui, et on va travailler ensemble en atelier comment améliorer pour en faire un outil pédagogique utilisable vraiment par tous dans les syndicats, dans les partis, dans les organisations du type Amis du monde diplomatique, Fondation Copernic ou autre attaque. Nous avons donc des brochures, ça c'est notre manifeste, pour un statut politique du producteur, précisément, avec la question du salaire à vie et de la copropriété d'usage des entreprises, l'expropriation des propriétaires et l'affirmation que nous sommes les seuls propriétaires, mais comment maîtriser l'investissement, d'accord. Ça, c'est 2 €. On est obligé de les vendre, on ne peut pas les donner, hein, parce qu'il faut qu'on rentre dans nos frais. Hein. La retraite, c'est révolutionnaire. C'est pour arrêter avec la lecture des mots d'ordre que j'ai encore dû subir mardi dernier. Il faut en finir avec ça, il faut vraiment passer à autre chose. La retraite, c'est révolutionnaire. Donc ça, c'est une lecture alternative de ce que c'est que la retraite, 2,50 €. Et puis, revenu inconditionnel ou salaire à vie, parce que beaucoup confondent la proposition de salaire à vie avec la proposition de revenu de base. Vous savez, on distribue à chacun 500, 600, 800 €, hein, inconditionnel. Ça n'a rien à voir. Hein. Donc c'est pour bien faire comprendre ce que c'est que le salaire à vie. C'est un salaire à la qualification qui supprime le marché du travail. Alors que le revenu de base ne le supprime pas. Si on a besoin de plus de 600 € par mois, ben, il faut aller sur le marché du travail. Là. Et puis vous avez un excellent petit bouquin d'un collectif de chômeurs AC de Quimper qui montre bien la chose. Vous voyez, il s'appelle « Abolir le chômage, en finir avec l'emploi ». Le contraire du chômage, ce n'est pas l'emploi. L'emploi, c'est ce qui génère le chômage.
L'emploi, c'est le fait de qualifier le poste de travail. Alors que le salaire à vie, c'est le fait de qualifier la personne. C'est la personne qui est titulaire du salaire et non pas son poste. Donc pour en finir avec le chômage, il faut abolir l'emploi et le remplacer par le salaire à vie. Et puis vous avez 2 ouvrages de moi, là, qui sont l'orchestration de ce que je viens de raconter, globalement, l'enjeu du salaire, qui est une intervention du type de celle que je viens de faire, d'accord, sauf que c'est un peu plus développé. Ça c'est 4 € abolir le chômage. Et puis, puissance du salariat, qui est le dossier historique, où vous avez tous les éléments sur comment s'est construit la sécurité sociale, comment s'est construit le statut de la fonction publique, etc. Et puis vous avez, là c'est 30 €, ça c'est 15 €, et puis vous avez pour 6 € une controverse que j'ai eue avec Anselme Jappe. Anselme Jappe, vous voyez, il représente justement beaucoup de ces groupes de trentenaires qui essaient de faire de l'alternatif et qui disent finalement il faut qu'on en finisse avec l'économie. On insisté sur le fait qu'il faut qu'on acquiert une culture économique. Eux ils disent qu'il faut libérer la valeur d'usage de la valeur économique. Il faut en finir avec la monnaie. Il faut en finir avec la valeur. Il faut en finir avec le travail au bénéfice de l'activité. Donc là je polémique avec parce que moi j'assume franchement la bagarre pour entrer en débat et en contact et valoriser tout ce qui se fait en dehors de la tradition CGT communiste et qui est très important aujourd'hui et auquel Khalfa ou toi faisais allusion tout à l'heure. Justement, par amitié pour Pierre Khalfa, les livres sont là, parce qu'ils devaient être là. Ceux qui sont intéressés, je connais les 2 livres, ils sont parfaitement intéressants. Le premier, c'est Changer vraiment, c'est ce que nous avons un peu travaillé ce soir. Et le second, on y a senti un petit peu dans ton propos, en finir avec la compétitivité. Ces livres sont là-bas. Bernard, tout à l'heure, si vous souhaitez dédicacer les livres que éventuellement vous lui achèterez, Pierre Khalfa, si vous prenez un de ces livres, le dédicacera pas, mais vous serez intéressé par la lecture. Je vais vous dire, après te remercier chaleureusement, je vous rappelle toujours, c'est Paris, Montluçon, Paris, et puis en ce moment c'est agréable, il y a un bus qui nous amène à Vierzon en 2h15, on ne voit même pas les pylônes électriques tellement ça va vite, etc. Merci donc. Mais Alain et moi, on s'est solidarisés et il n'a pas fait Vierzon, Vierzon en train, mais dans nos voitures respectives. 2 mots sur notre entame de la saison 2014-2015, qui commence très tôt cette année, dès le 26 septembre. Je vais aller vite, rassurez-vous. Le 26 septembre, nous tiendrons notre première conférence qui aura pour titre, vous voyez, nous y attachons, Pensons une nouvelle société, la France en a-t-elle les moyens, avec Monique et Michel Pinson-Charlot, sociologues, auteurs entre autres de 2 livres, La violence des riches, chronique d'une immense casse sociale, et L'argent sans foi ni loi. Le 23 octobre, 2e conférence intitulée « Pensons une nouvelle société » avec Axel Kahn, scientifique, médecin généticien, directeur de recherche et auteur du livre « L'homme », d'autres aussi, le libéralisme et le bien commun. Par exemple, il a marché de l'Alsace au Pays Basque, il a écrit un livre « Penser un chemin », pas d'Alsace, des Ardennes, j'ai un peu fait d'extension, « Penser un chemin, ma France, des Ardennes au Pays Basque ». Nous poursuivrons le 20 novembre avec comme conférence « Pensons une nouvelle société, des idées et des projets pour voir au-delà du capitalisme et pour donner perspective et force de lutte aux luttes d'aujourd'hui. » Et enfin, nous nous retrouverons, si vous le voulez bien, le 11 décembre avec Emmanuel Todd, historien et anthropologue, auteur de 2 livres, L'illusion économique et Le mystère français. Et puis, puisque je suis parti, je vais vous dire quelques mots sur ce que nous avons envisagé pour du mois de janvier au mois de juin. L'abstention, quelque chose comme ça, renoncement ou cri d'appel pour une autre vie, pour une autre société. Sur quel chemin s'engage le Parti socialiste? Même si tu nous as dit que ce n'était pas trop aujourd'hui, mais on peut quand même parler du chemin. Quelque chose que nous n'avons pas du tout formulé, puis nous n'avions pas échangé sur cette question. Danger droite, extrême droite, avec la porosité UMP-FEM, il faudra sans aucun doute améliorer ce titre. Mais je vous parle d'un souci.
Et enfin, de traiter, mais là il faudra faire des choix, l'égalité, la gratuité, la jeunesse, les problèmes spécifiques aux femmes. Nous serons animés, je vous assure, avec l'envie chevillée au corps de travailler encore à réunir les matériaux afin que notre peuple, tant c'est urgent, prenne en main la construction d'une nouvelle société. Et tu as dit à l'instant, redonner de l'espoir. Est-ce que vous pourriez nous aider à redonner de l'espoir? Vous me voyez venir, la paille dépasse les sabots, il y a un petit carton là-bas au fond, nous sommes 40, nous travaillons comme nous pouvons avec des bouts de chandelle, mais nous y arrivons grâce aux conférenciers qui ne se font jamais payer. Si vous pouvez faire à la mesure, si vous souhaitez, et à la mesure de vos moyens, un petit geste pour nous aider, ça nous encouragera. Bernard Friot est à votre disposition. Bonne soirée, rendez-vous le 26 septembre. Et parler de...